Salut chers amis et bienvenue dans cette leçon 2, la seconde notion dans laquelle nous allons étudier la lexique du trader et les différents types d'analyses que nous avons sur le marché. Alors, sans trop tarder, je vais vous demander de vous procurer d'un bic à côté et d'un cahier pour prendre notion de ces différentes lettres parce qu'elles sont d'une importance capitale. OK. Donc, la lexique du trader. Dans cette leçon, nous mettrons en exergue quelques jargons du trading. Nous vous donnerons un ensemble de quelques mots à connaître par un trader. D'accord? Donc, ces mots, comme je le disais, sont d'une importance primordiale. So, le trader devra les comprendre, les apprendre par cœur afin de se retrouver plus rapidement dans la suite de la leçon. Du coup, il s'agira principalement des notions comme PIP, spread, cotation, des notions de levier, des notions de marge, broker et tout. D'accord? Donc, nous allons aller sur la première. Nous allons commencer par la notion de cotation. C'est quoi la cotation en réalité? En fait, la cotation d'une paire de devises est la valeur de cette devise, c'est-à-dire par rapport à une autre. D'accord? Quand je prends par exemple la paire de devises de l'euro USD, la question que vous devez vous poser pour déterminer tout simplement la cotation de cette paire est pour 1 euro, combien de dollars pourrais-je prendre? D'accord? Autrement dit, lorsque vous donnez 1 seul euro, combien de dollars vous allez détenir en contrepartie. Donc, en effet, si je suppose par exemple si l'euro USD, d'accord, l'euro USD était à 1,3750. D'accord? Cela voudra tout simplement dire qu'à cet instant, lorsque vous donnez 1 seul euro, vous allez prendre 1,1350 dollars. D'accord? Donc, 1 euro vaut 1,1350 dollars à ce moment. D'accord? Et c'est souvent cette valeur que vous allez voir sur le graphique, sur le marché. Pour trouver cette valeur, il suffit tout simplement de prendre la devise de base, c'est-à-dire l'euro, la devise qui est venue en premier, divisé par la valeur de la devise de contrepartie. C'est-à-dire, si l'euro est à 600, vous faites les 600 divisé par la valeur du dollar, si le dollar est à 500. D'accord? Et ce que vous trouvez, c'est ça qu'on appelle cotation. Nous allons nous intéresser aussi aux 4 premiers chiffres après la virgule lorsqu'il s'agit des devises sans le yen. Et nous allons nous baser sur les 2 premiers chiffres après la virgule lorsqu'il s'agit des devises dans lesquelles il y a le yen japonais. Vous allez comprendre ça par la suite. Alors, notion de pips et pips. D'accord? En trading, la performance du trader est évaluée en termes de points. D'accord? Et donc, le pip représente tout simplement le nombre de points que le trader gagne sur une position. D'accord? Sur l'ensemble de ses positions ou bien relativement à une position donnée. Donc, un pip représente la dernière décimale de cotation d'une paire de devises. En exemple, si l'euro USD passe de 1,3750 à 1,3790, on dirait tout simplement que le trader a gagné 40 points. Et donc, il a gagné 40 pips. D'accord? Donc, en résumé, le nombre de pips que gagne un trader, c'est lorsqu'il a pris une position peut-être à un point A. D'accord? Il a pris une position à un point A et que le marché est venu à un point B. D'accord? Pour calculer le nombre de points qu'il a gagné, d'accord, on fera tout simplement la valeur du point A moins celui du point B. Donc, pour trouver les 40 pips, d'accord, lorsque le trader a quitté 1,3750 pour 1,3790, pour trouver le nombre de pips qu'il a fait, vous allez tout simplement faire quoi? Faire 1,3790 moins 1,3750. Et c'est ça qui vous donnera cette valeur, d'accord? Comme on a dit que c'est le 4 décimal après la virgule, vous faites cette différence et vous multipliez par 10 000. Ou soit vous faites tout simplement 37,90 moins 37,50. D'accord? Là, vous avez le nombre de pips que le trader a fait. D'accord? Ce que je disais, c'est tout simplement comme ceci. Lorsque je veux par exemple calculer le nombre de pips qu'il a fait
en quittant un point A à un point B, vous faites la différence entre le point A et le point B. D'accord? Maintenant, nous allons quitter. Je vais sur la notion de. Dans cette notion, ça concerne la notion de l'eau. C'est quoi le lot? En réalité, la valeur d'un pips en dollars est évaluée se basant sur la notion de l'eau. La devise sur le marché s'achète par lot. Et c'est d'ailleurs ce qui détermine le gain du trader en dollars, en euros ou bien en d'autres monnaies. D'accord, j'avais dit par la notion de pips là maintenant que le pips, c'est le nombre de points que gagne le trader. D'accord? Mais comment connaître la valeur de ce point, c'est-à-dire la valeur en euros de ce point, ou la valeur en dollars de ce point, la valeur en francs CFA de ce point. D'accord? Par exemple, si je gagne 40 points, ça me fait combien de dollars? Si je gagne 100 points, ça me fait combien de dollars? C'est d'ailleurs la raison, la question à laquelle nous allons répondre tout au long de cette notion de l'eau. D'accord? Donc, deux traders différents, d'accord? Mais si vous prenez deux traders différents qui ont pris une position au même moment, d'accord? Une position sur une paire donnée au même moment, d'un point A, ils sont sortis à un point B, d'accord? Ils peuvent réaliser de différents gains, même si le nombre de points qu'ils ont fait était la même. Même si le nombre de points que ces derniers ont fait était la même, leur conversion en dollars peut différencier. Nous allons l'expliquer maintenant, vous allez voir. Donc, généralement, nous avons, chez la plupart des brokers, des lots passant de micro-lots. Il y a d'autres brokers qui vous agissent un micro-lot. C'est-à-dire le minimum, c'est un micro-lot. Un micro-lot, c'est un compte de 1000 $. D'accord? D'autres vont vous dire bon, qu'il y a un compte de un semi-lot, un semi-lot qui est un compte de 10 000 $. Il y a le lot standard, un lot. D'accord? Un lot, d'accord, qui fait 100 000 $, un compte de 100 000 $. Vous pouvez avoir des intermédiaires, mais c'est à partir de 1 000 $. Vous pouvez avoir 2 000 $, 1 500 $, et jusqu'à 100 lots et tout. D'accord? Donc, naturellement, plus votre compte est élevé, plus vos gains seront élevés, ce qui déjà explique l'inquiétude plus haut. Mais si vous gagnez le même point et que vous investissez gros, vous allez gagner gros. D'accord? Donc, il est du coup plus facile de connaître la valeur d'un pips, sachant déjà la taille de l'eau que la personne a pris. Par exemple, pour un trader qui a pris un lot de 1000 unités, c'est-à-dire un micro-lot, il va gagner 0,1 $. 0,1 $ par pips qu'il va prendre. D'accord? Un seul pips pour lui va faire 0,1 $. Mais quand tu as un trader qui a un compte de 10 000 $, qui trade avec un compte de 10 000 unités, il gagne 1 $ par point, c'est-à-dire par pips. D'accord? Et pour un trader qui, quand il trade un lot, c'est-à-dire un compte de 1000 unités, de 100 000 unités, par un point qu'il va gagner, il gagne 10 $. Vous voyez? Donc, ça voudra dire, dans la partie précédente où je disais qu'un trader qui a tradé avec, ils ont pris la position à 1,3750 et qui sont sortis à 1,3790. Ils ont tous gagné 40 points, 40 points. D'accord? Mais celui qui est allé sur le marché avec un lot de 1000, il va tout simplement gagner 4 $. Celui qui est allé avec un lot de 10 000, lui, quand il va gagner combien? 40 $. Mais celui qui est allé avec un lot de 100 000 unités, quand il va gagner 400 $. Dans le même temps, celui qui prend peut-être un lot de 100 000, tu vas en train de gagner 40 000 $. Vous comprenez? La raison pour laquelle vous pouvez gagner les mêmes points, mais ces nombres de points convertis en dollars ne seront pas la même chose, tout simplement parce que vous n'avez pas les mêmes capital. Plus votre compte est élevé, plus vous gagnez sur le marché du forex. D'accord? Donc, nous allons aller sur la notion suivante qui concerne les effets de levier. Le marché du forex vous permet de miser sur des montants bien supérieurs à votre capital, et ceci n'est possible qu'avec la notion d'effet de levier. En fait, dans la leçon précédente, je vous avais dit que le minimum de capital qu'exigent les brokers sur le forex, c'est 1 000 $. D'accord? Un compte micro-lot, un compte de 1 000 $. Mais est-ce à dire que vous devez avoir ces 1 000 $ forcément avec vous avant d'aller sur le marché? Carrément non. D'accord? Et c'est là le principal avantage
l'effet de levier dans le trading de Forex. L'effet de levier vous permet d'investir plus d'argent que vous n'en possédez sur votre compte. La plupart des brokers offrent des effets de levier allant jusqu'à 500 fois votre capital, ce qui sans doute amplifie vos gains potentiels. D'accord? Avec un compte de 1000 $, vous avez la possibilité de prendre des positions sur des lots, comme quelqu'un ayant un compte de 100 000 $, ou bien quelqu'un qui a un compte de 500 000 $. D'accord? Et c'est là que le marché du Forex peut vous rendre rapidement riche, même avec un capital minime. Mais si ce que vous avez sur votre compte n'est pas aussi large. Voici déjà avec le broker peut déjà vous emprunter. Mais si vous avez 100 $, si vous avez 100 $ sur votre compte, vous avez 100 $, alors que le minimum qui est exigé est 1000 $. Le broker a la possibilité de vous emprunter 900 $. Les 900 $ restants pour que vous atteigniez les 1000 $. D'accord? Et si vous avez 100 $, le broker a la possibilité de vous compléter de l'argent. Mais si vous voulez trader avec un compte de 10 000, ils ont la possibilité de vous compléter l'argent de ce qu'il faut. D'accord? Mais attention, la rapidité de gagner de l'argent sur le Forex n'est pas à confondre avec la facilité de le faire. Vous pouvez gagner rapidement de l'argent sur le Forex, mais ce n'est pas facile. D'accord? Il n'y a pas de facilité. Ça se mérite. Ça se mérite. Donc, et aussi, plus le levier que vous prenez, vous allez prendre un levier, plus le levier que vous prenez est élevé avec votre petit compte, plus la perte potentielle du trader est aussi énorme. Parce que si vous avez la possibilité de gagner 1000 $, en fait, c'est 50-50% de chance. Si vous avez la possibilité de gagner 1000 $ sur le marché, pensez aussi que c'est parce que vous avez aussi la possibilité de perdre 1000 $. D'accord? Donc, plus le levier que vous allez prendre sera élevé, alors que votre compte n'est pas tellement élevé, c'est-à-dire que vous emprunter de l'argent, plus votre perte sera grande. D'accord? Donc, il ne faut pas aussi l'oublier. Il est facile de gagner rapidement. C'est que vous pouvez rapidement gagner de l'argent, mais il n'est pas facile de le faire. Donc, c'est du genre un emprunt que la banque vous fait et sur le compte que vous avez. Donc, la notion de pips, price et cotation qui sont listées là, vous allez voir. Vous allez voir ici que il y a quelqu'un qui a pris une position lorsque le marché était à 1,3750. Le marché était à 1,3750 lorsqu'il arrive. Le marché était à 1,3750, il a pris la position. Et là, carrément, le marché a quitté là. Donc, il a fait la position lorsque l'euro USD était à 1,3750. D'accord, ici. Maintenant, là, le marché a quitté là et puis il est venu ici. Le marché est venu en haut. Ouais. Donc, là, lorsque le marché était à 1,3750 et c'est venu à 1,3790, pour calculer le nombre de pips qu'il a gagné, il faut tout simplement faire quoi? Les 1,3750 moins les 1,3790. Et cette différence va vous donner 40 pips. D'accord? Ça va vous donner 40 pips. Ce que j'ai mis là, ça vous donnera 40 pips. Donc, ces 40 pips que j'ai mis là, ces 40 pips maintenant, seront partagés en deux. C'est-à-dire, parce que là-dedans, il y a ce qu'on appelle votre bénéfice. Et là-dedans, il y a également quelque chose qu'on appelle le spread. Et le spread, c'est ce que le broker prend chez vous. D'accord? C'est la commission du broker. Bon, vous avez fait 40 pips, mais dans ces 40 pips-là, il y a peut-être en fonction de la paire sur laquelle vous allez travailler, le broker va prendre son spread, la commission qui lui revient, et vous avez votre bénéfice net après. Ouais. Donc, c'est ça. Maintenant, nous allons aller sur la notion de l'offre et de la demande. En fait, l'offre représente le prix auquel vous achetez des paires de devises et la demande représente le prix auquel vous le vendez. D'accord? Et je parlais du spread tout à l'heure. D'accord? La différence entre l'offre et la demande vous donne ce qu'on appelle le spread. D'accord? C'est un montant fixe. C'est un montant fixe, c'est-à-dire ça se calcule par la différence entre le prix de l'offre et de la demande. D'accord?
Ça représente, comme je disais, la commission du broker. Et elle varie en fonction d'une paire à une autre. Elle varie également d'un broker à un autre. Donc, en fait, le spread se prélève tout au début de l'opération, de votre achat ou bien de vente. Aussitôt que vous prenez la position d'achat, le spread est automatiquement levé. On n'attend pas que vous gagnez d'abord avant de prendre le spread. D'accord? Aussitôt que vous prenez la position, le broker prend toujours pour lui. En même temps, il ne sait pas si vous le gagnez ou pas. Il prend ça d'abord. D'accord? Au début du mouvement. C'est pourquoi, déjà, quand vous allez sur le marché, vous prenez une position, vous allez voir, à la seconde que vous le prenez, le compte serait négatif. Donc, après que vous commencez par gagner, ce serait positif. Ça serait un bleu. D'accord? Et donc, j'espère que vous avez gardé ce que c'est que le spread, le PIPS, la notion sur on avait également vu les cotations, la notion de l'eau. Vous avez aussi l'idée par rapport à la notion d'effet de levier. Donc, actuellement, nous allons commencer avec les différents types d'analyses que nous avons sur le marché. Comme vous l'avez compris, le secret de la réussite en trading réside en fait dans l'habilité à déterminer les futurs mouvements du marché et à gérer intelligemment son portefeuille. Pour anticiper le marché, il existe deux principales branches d'analyse. Nous faisons de l'analyse graphique qui se base essentiellement sur des graphes et de l'autre côté, l'analyse fondamentale qui, quant à lui, concerne l'ensemble des facteurs macro et microéconomiques ayant rapport avec l'environnement du marché. Et donc, nous avons l'analyse technique et nous avons également l'analyse fondamentale. Oui. Donc, ce sont les deux branches d'analyse que le trader a. Il a le choix de faire le premier d'abord avant de faire les deux. Mais de toute façon, combiner ces deux analyses permet au trader de prendre une décision un peu plus convaincue. D'accord? Donc, nous allons voir maintenant la première branche de l'analyse fondamentale. Nous allons voir ce que c'est que l'analyse fondamentale, ses composants et puis en quoi ça pourrait aider le trader. En réalité, le forex est tradé à partir des prévisions futures, d'accord, qui dépendent de plusieurs facteurs. Chaque investisseur a ses propres objectifs. Certains sont des entreprises qui protègent leurs affaires avec le trading sur devises, tandis que d'autres sont des traders fondamentaux qui se concentrent davantage sur les facteurs qui affectent l'économie de manière générale. Donc, ça dépend de quelle catégorie vous êtes. Il y a aussi des traders techniques qui cherchent des configurations de prix pour déclencher leur trade. Et c'est il y a par ailleurs les banques centrales, les fonds de couverture, il y a les institutions financières qui ont également leur propre objectif et interprétation de leur trading. D'accord, ils ont aussi leur vision sur le marché. Ils ont leur vision. La manière dont eux, ils voient le marché qui diffère carrément du nôtre. D'accord? Donc, il va falloir être aussi formé, aussi doué, que ce soit pour quand même ne pas se faire avoir par ces personnes, par ces intervenants qui ont pas mal de capital et qui peuvent influencer le mouvement du marché. Donc, l'analyse fondamentale consiste à évaluer le potentiel haussier ou baissier d'un sous-jacent du marché. Donc, c'est une approche déterministe et qui est basée en réalité sur un raisonnement hypothétique et déductif. D'accord? Donc, elle étudie le contexte macroéconomique du marché en général et le contexte également microéconomique de la paire pour pouvoir prévoir son évolution. Et quand on parle de contexte macroéconomique, c'est tout ce qui a rapport avec l'environnement, c'est-à-dire le trading en général, toutes les paires de devises. D'accord? Et le contexte microéconomique, c'est tout ce qui a rapport avec la paire que vous êtes en train d'étudier en général. D'accord? La paire, si vous êtes en train de travailler sur la paire USD, quelles sont les informations dans la journée? Quelles sont les décisions qui sont sorties?
dans la journée qui puisse influencer ce pair. D'accord? Dans l'exemple de la paire de la paire euro-USD, le trader intelligent va analyser la santé de l'euro et celui du dollar. Et il va essayer de voir laquelle d'entre elles sont meilleures. En fait, laquelle d'entre les deux devises est meilleure. Et cette analyse va déterminer sa manière de prendre la décision. D'accord? Cette analyse va influencer sa décision sur le marché en quelque sorte. D'accord? Si par exemple, il est nécessaire de déduire des conclusions à partir depuis hypothèses et pas seulement des observations réelles. Si je suppose par exemple que l'économie, au niveau de, en France, d'accord, en Europe, si l'économie est bonne là-bas, alors que l'économie au niveau de l'économie américaine n'est pas bonne, il décidera sans doute d'investir dans l'euro plutôt que du dollar. Vous voyez? Donc, ça dépend de l'analyse et de sa vision sur le marché. Vous voyez? S'il a quand même constaté que l'économie, après l'analyse que l'économie américaine est mieux portante que l'économie européenne, il va sans doute privilégier d'investir dans le dollar que dans l'euro, tout simplement. Donc, une économie en bonne santé, c'est une économie en croissance, alors qu'une économie en mauvaise, c'est-à-dire en mauvaise santé, une mauvaise économie, c'est une économie dont la paix est en train de chuter. D'accord? Une probable chance pour que la paix chute, c'est que pour que la paix chute, c'est ça la caractéristique d'une paix, d'une économie mauvaise et d'une économie qui est bonne. D'accord? Donc, les différents investisseurs accordent une place différente aux informations concernant les taux d'intérêt, les politiques, c'est-à-dire les lois qui sont votées, les PIB des pays, les indices de confiance et tout, les taux d'inflation, taux de chômage, les annonces économiques, les événements suscités par les hommes. D'accord? Tous ces événements sont des agrégats, des composants, des données qui influencent, des données sur lesquelles on se base pour déterminer en réalité la santé de l'économie. D'accord? On va peut-être voir, est-ce que le taux d'intérêt, est-ce que c'est trop élevé? Parce que si les banques accordent moins d'intérêt, c'est-à-dire accordent moins d'intérêt aux investisseurs, si l'intérêt que les investisseurs, les particuliers ont à investir n'est pas ce qu'il faut, ils vont décider carrément de ne pas investir. Et dans ce cas, ça va sans doute chuter l'économie des États-Unis, ce qui va nous encourager, nous, parce qu'on ne va pas les acheter, plutôt que ça, on préfère investir dans l'euro et puis dans les autres paires de devises. Si on voit par exemple que la production intérieure brute du pays en une année donnée n'est pas bonne, n'a pas donné ce qu'il faut, alors sans doute l'économie n'est pas en bonne santé, du coup on préfère le laisser passer. Si le taux de chômage ne cesse de s'accroître, alors ce sont des agrégats qui permettent quand même aux traders de prendre des décisions sur le marché. L'inflation, c'est-à-dire le prix a tellement élevé, vous voyez, il doit engendrer des politiques monétaires pour pouvoir le réduire. Et donc, toutes ces informations permettent aux traders, affectent quand même les mouvements des marchés. Donc, souvenez-vous qu'avec le marché du Forex, vous pouvez profiter des phases haussières comme des phases baissières. Cela voudra tout simplement dire que même si le marché est en train de monter, ou même si le marché est en train de descendre, pour profiter des deux, pour s'acheter lorsque la paire a sa valeur basse et puis ça fait monter, et puis vous vendez lorsque le prix a atteint déjà son haut, et puis ça doit baisser. Vous voyez? Et vous gagnez dans tous ces cas. Donc, tous ces indicateurs et leurs horaires de publication sont répertoriés dans de nombreux calendriers disponibles sur le net, comme par exemple Investing ou Forex Factory. D'accord? Bon, je parlais par exemple du taux d'intérêt. La politique, c'est-à-dire les lois, les PIB des pays, les indices de confiance, l'inflation, le taux de chômage. En fait, où est-ce que vous pouvez voir ces informations? Vous voyez? Vous pouvez regarder la télé, hein, vous pouvez écouter la radio, écouter les journaux et tout. Mais de toute façon, il y a certains logiciels
d'accord, digitalisé, numérique, qui peut vous permettre de les consulter très rapidement sur votre téléphone, bien sur vos laptops et tout. Ouais. Donc, dedans, nous avons l'Investing. Je vous recommande déjà d'aller dans Play Store de télécharger Investing ou bien Forest Factory et de les installer sur votre téléphone. Ça vous permet d'avoir des informations à chaque fois qu'il y a sur les paires de devises. D'accord. Et voici par exemple la présentation de Forest Factory. Nous allons apprendre à l'étudier après. De toute façon, quand vous téléchargez Forest Factory, ou bien vous allez sur le site forestfactory.com, c'est ce que vous allez voir. C'est ça, cette présentation et ça, ces analyses. D'accord? Ça, ces analyses. Chaque événement qui apparaît, à quel moment c'est apparu et tout, c'est là. Vous voyez, donc, c'est à nous de décider de ce que nous ferons du marché dans ces cas, lorsqu'on voit une information qui apparaît. Donc, sur le Forex, on trade de l'argent. C'est de l'argent nous tradons. Précisément des parités de devises. On trade une devise par rapport à un autre. Vous tradez de l'euro par rapport au dollar. Vous tradez du yen japonais, du dollar américain contre le yen japonais. Vous tradez le livre sterling contre le yen japonais. Vous tradez le livre sterling contre le dollar américain. D'accord? Je disais tantôt que nous avons des mauvaises économies, nous avons également des bonnes économies. Qu'est-ce qui va se passer lorsque la parité, c'est-à-dire ceux qui appellent les devises de base. D'accord? Ce sont les devises de base, c'est-à-dire quand je prends l'euro USD, l'euro est la devise de base et USD est la devise de contrepartie. D'accord? Donc, si je suppose que je viens sur le marché et que l'information qui est en train de se passer maintenant, l'information c'est sur le dollar. Et cette information me permet de dire tout au moins que le dollar est en bonne économie, que ça doit monter. Celui qui est en train de trader en ce moment sur la paire euro-USD ou bien sur une paire concernant l'USD, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? D'accord? Si l'information est basée sur le dollar et ça dit que le dollar va baisser, quelle influence ça pourra avoir sur les paires qui concernent l'euro-USD? Si la personne est en train de trader l'euro et que l'information concernant l'euro est une bonne économie, l'euro est une mauvaise économie, de quelle façon cette information va influencer le marché et donc la décision du trader? C'est ça que nous allons voir. Du coup, que se passe-t-il lorsque la devise de base, si nous prenons la paire euro-USD, lorsque la devise de base, c'est-à-dire l'euro, d'accord, augmente, qu'est-ce qui va se passer? On va voir tout simplement que la paire euro-USD sur le marché sera en train de monter. Ça va augmenter. Du coup, il faut l'acheter. Donc, si l'information qui va se passer sur l'euro USD sur l'euro est positive, alors la paire va monter. Du coup, il faut acheter. J'espère que vous prenez note. Maintenant, que va se passer lorsque l'information qui est apparue sur l'euro maintenant, c'est-à-dire sur l'euro, est mauvaise? D'accord? C'est-à-dire lorsque l'euro est en train de chuter. Tout simplement, la réponse est que ça a fait chuter la paire de devises. Donc, lorsque l'euro chute, la paire de devises va chuter. De la même façon, lorsque nous prenons la devise de contrepartie, c'est-à-dire l'USD, si l'information avantage l'USD, lorsque l'USD monte, la paire de devises va baisser. Vous voyez? Alors que lorsque le USD, c'est-à-dire il y aura de mauvaises économies chez les Américains, tout simplement, la paire de devises aussi va augmenter. Ça va augmenter en cas de mauvaise économie en Amérique. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est ça que j'ai essayé de reproduire ici. Vous allez voir. Nous avons l'euro qui est en haut, le USD qui est en bas. Et lorsque l'euro est en train de monter, la grande flèche est en train de monter. Lorsque l'euro est en train de descendre, la grande flèche a descendu. Lorsque USD, la petite flèche jaune, lorsque ça monte, la paire a chuté. Et lorsque l'euro USD, l'information qui concerne l'USD a baissé, la paire a fait quoi? A tout simplement monté. Actuellement, nous allons voir les divers intervenants sur le marché du Forex. Le marché du Forex est le marché ayant le plus de volume et donc beaucoup de liquidité. D'accord?
il y a plus de 5 000 milliards de dollars qui sont échangés chaque jour de façon journalière sur le marché. Ceci explique le fait que plusieurs intervenants influencent d'une manière ou d'une autre ce marché. Quels sont les différents intervenants sur le Forex et quelles sont leurs influences sur ce dernier? Telle est la question auquel nous allons essayer de répondre dans cette leçon. En effet, les banques commerciales, les investisseurs institutionnels, les entreprises multinationales, les banques commerciales, d'accord, les banques et les banques centrales également, les investisseurs particuliers, comme nous sommes des investisseurs particuliers, sont généralement les intervenants sur le marché du Forex. D'accord? Donc, toutefois, il est à noter que les banques commerciales ne représentent que 44% du volume journalier du Forex. Les institutions à hauteur, c'est-à-dire les institutionnels, quoi, sont à hauteur de 32%. Ils participent à 32% du volume qui sont échangés des 5 000 milliards à 32, ils participent à 32% sur le volume journalier. Les entreprises multinationales, quant à eux, participent à hauteur de 17%. Les banques centrales à hauteur de 8% et non particuliers à hauteur de 2%. D'accord? Nous ne participons qu'à hauteur de 2%. D'accord? De 2%. Donc, c'est tellement minime, le volume. Il y a, même si le nombre que nous sommes est tellement élevé, nous n'avons aussi pas autant d'argent que ces institutions, que ces banques centrales, que ces banques commerciales réunies. Vous voyez, c'est d'ailleurs ce qui explique le fait que le volume que nous investissons sur le marché est tellement faible, 2%. D'accord? Maintenant que nous connaissons les différents intervenants sur les Forex, nous allons maintenant nous intéresser à leur spécificité et la raison pour laquelle ils interviennent sur le marché. D'accord? Nous allons commencer par les banques commerciales. Plusieurs raisons expliquent l'intervention des banques centrales sur le Forex. Elles peuvent d'une part effectuer des opérations de spéculation pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients, que nous sommes leurs clients. Ils peuvent également participer à des opérations de fusion-acquisition nécessitant la conversion de montants très élevés. D'accord? Par exemple, il veut racheter une entreprise, ou bien il veut offrir des crédits bancaires internationaux, c'est-à-dire quelqu'un veut bénéficier d'un crédit bancaire et la personne n'est pas au pays. D'accord? Il a besoin, si peut-être la personne vit aux États-Unis, il a besoin de convertir une somme tellement importante, c'est-à-dire parce que la personne là-bas, alors que lui est au bénéfice, il est obligé de convertir le franc CFA en dollars américains. Et cette conversion s'échange sur le marché. Donc ça, à cause du fort volume qu'il y a, ça va influencer le marché. D'accord? Donc c'est pourquoi je disais que les opérations de fusion-acquisition et tout. D'accord? En ce qui concerne les opérations de spéculation pour le compte de leurs clients, de leur propre compte, c'est quoi? Pour d'abord le compte de leurs clients, c'est-à-dire que nous sommes, il y a des particuliers qui ont une énormité d'argent, c'est-à-dire qu'ils déposent auprès de la banque. Ouais? Donc la banque vous appelle et vous propose que, est-ce que ça vous dit que nous traitons votre argent pour vous? D'accord? Et si vous acceptez, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont recruter des traders, ils vont leur confier cette somme. D'accord? Et ces traders vont sur le marché de Forex et négocier des devises, échanger des devises, de le multiplier des milliers de fois. D'accord? Pour vous donner des intérêts dedans. Donc, ça fait en sorte qu'ils ont un gros capital des milliards de dollars. Vous voyez? Donc, ce volume investi pourra sans doute influencer le sens dans lequel le marché va partir et ça pourra vous être fatal si vous n'avez pas les bases nécessaires. D'accord? Donc, les banques commerciales sont par ailleurs très actives dans l'analyse du Forex et ont une grande influence sur ce marché à cause de leur volume, bien sûr. Nous allons maintenant aborder les institutionnels. Les institutionnels sont trop souvent, le fonds des institutionnels sont entre autres les fonds de pension, c'est-à-dire ceux qui sont des retraités et tout, ou bien les fonds des sociétés de gestion de fonds. Vous avez par exemple les crowdfunding, il y a sociétés qui sont des gestionnaires de fonds, qui sont des traders reconnus dans le domaine. Donc beaucoup de personnes viennent leur confier de leur argent, d'accord? Et ils utilisent cette somme
pour trader et à la fin du mois, il donne des commissions, des revenus, des pourcentages sur le gain qui a été effectué. Donc, c'est aussi tellement fort parce que le volume d'argent qu'ils prennent sont tellement élevés et ce qui fait qu'ils influencent beaucoup le marché. D'accord. Ça peut aussi être celui lié aux compagnies d'assurance. D'accord. Pour ne pas courir le risque de perdre leur argent, certains d'entre les compagnies d'assurance euh, aussi interviennent par spéculation au cours des opérations de couverture des risques contre le risque de change dans le cadre d'une compagnie d'assurance. Donc, les intervenants institutionnels représentent aussi un grand, c'est-à-dire ils ont également un impact assez élevé sur le marché. D'accord? Et la plupart des traders qui réalisent des pertes le font certainement lors de l'intervention de ces institutions. Parce que quand eux, ils viennent, ils investissent gros. D'accord? Et du fait qu'ils investissent gros, ils essaient de tromper la vigilance des traders novices. D'accord? Et même certains traders pro. D'accord? Ils donnent l'impression d'aller dans une autre sens et puis les gens tombent dans le piège et puis ils s'en sortent. Ils investissent gros maintenant dans le sens contraire. Donc, ils les font quitter, tout simplement. Donc, la plupart de traders perdent de l'argent à cause des institutionnels. Nous avons également les banques centrales. Et les banques centrales interviennent beaucoup moins sur le marché. Il est rare qu'une banque centrale achète directement des devises sur le marché. Certains le font, bien sûr, mais juste pour régulariser la valeur des monnaies. C'est généralement pour empêcher des infractions, déflations exagérées des monnaies que les banques centrales interviennent pour mettre de l'ordre. D'accord? Mais cette intervention limitée des banques centrales ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'influence sur le marché, car ce sont eux, comme je le disais, qui contrôlent la politique monétaire. Ce sont les banques centrales qui impriment les monnaies. Donc, ils peuvent décider du sens dans lequel le marché va partir. Par exemple, il y a une institution au truc là, en Europe là-bas qui décide en fait de mettre de l'ordre sur l'euro. Et lorsqu'on constate qu'il y a une inflation dans un pays donné, une inflation de taux dans un pays donné, la Banque centrale peut intervenir en régularisant, d'accord, en investissant gros dans le sens contraire, juste pour amener le marché à sa valeur normale. Est-ce que vous comprenez? Il y en a de même. Lorsque le marché c'est qu'il y a de la déflation d'une monnaie donnée, la Banque centrale peut également intervenir en investissant de forts montants dans le sens contraire, c'est-à-dire en achetant et permettant ainsi à la devise de venir à sa valeur normale. D'accord? Et nous avons enfin les traders particuliers comme nous, ou bien les traders indépendants. Les traders particuliers représentent le groupe le plus minime, le plus restreint en termes de volume, mais ils sont plus nombreux que les intervenants plus haut cités, ce qui explique le fait qu'ils sont manipulables. Certains particuliers prennent le forex comme leur profession et donc travaillent à temps plein alors que d'autres en prennent pour leurs activités secondaires, donc travaillent à temps partiel. Ce qui est à noter est que le fait que les particuliers représentent le plus faible volume sur le marché ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas réussir. Bien au contraire, même si le succès n'est pas facile, parce que l'information sur le marché est accessible à tout le monde au même moment. Maintenant, nous allons aborder la partie concernant l'analyse technique ou bien l'analyse graphique. L'analyse graphique, aussi appelée analyse technique ou bien analytique, c'est l'étude des graphes sur le forex. Elle est basée sur l'analyse des graphiques. Ces études sont généralement réalisées à l'aide de différents indicateurs. L'idée est assez simple et similaire à l'étude météorologique. C'est-à-dire, même si la comparaison que nous faisons ici est un peu vulgarisée. Un météorologue, qu'est-ce qu'il fait? Pour effectuer des prévisions de météo, il va consulter différents indicateurs comme la température, l'hygrométrie, la pression, le vent et tout. Avant de décider de la température dans la journée, de la météorologie dans la journée. Vous voyez? En recoupant ces informations et en faisant l'analogie avec ce qu'ils connaissaient déjà,
Le météore va alors pouvoir se prononcer sur les futures prévisions avec plus ou moins de certitude. Donc, le trader qui réalise de l'analyse graphique va étudier, lui aussi, des graphiques de différentes parités à l'aide des indicateurs comme par exemple des oscillateurs, des moyennes mobiles, des indicateurs de volume, des droites horizontales et tout. Ouais. Et sans doute, ce faisant, prendre une décision d'achat ou de vente sur le marché. Est-ce qu'on se comprend? Donc, en recoupant ces informations avec expérience, le trader va alors être capable de mettre en évidence des contextes particuliers où le cours aura plus de probabilité de monter ou des contextes particuliers dans lesquels les cours auront forte probabilité de baisser. Pour les débutants, cette forme d'analyse peut paraître compliquée ou un peu floue à ses débuts. Le but de cette formation est de vous permettre de le voir avec la plus simple manière que possible. Nous ne vous apprendrons pas tout un tas de notions, mais juste ce qu'il vous faut pour devenir performant et rentable sur le marché. L'un des avantages de l'analyse technique est qu'il est soumis au phénomène de la prophétie autoréalisatrice, ce qui signifie que si plusieurs personnes, d'accord, utilisent les mêmes indicateurs techniques, d'accord, et les mêmes outils techniques, tout le monde prend les mêmes positions, d'accord, au même moment. Et le marché va ainsi dans le sens décrit par l'analyse, c'est-à-dire tôt ou tard. D'accord. Parce que le marché respecte le sens dans lequel la majorité des gens vont partir. Si la majorité de ceux qui ont tradé et qui ont un grand volume décident que le marché va baisser et ils vendent, le marché va baisser. Et si la majorité aussi dit que le marché va monter et la majorité investit dans le sens de la hausse, le marché va hausser. Donc, du coup, si vous utilisez les mêmes indicateurs, les indicateurs qui sont reconnus comme ça, si vous les utilisez et puis vous tradez, vous allez avoir les mêmes informations, vous allez prendre les mêmes décisions et vous serez sûr d'être dans le même sens que les traders aussi professionnels, que les institutions, que les banques, que les hedge funds. Donc, vous allez vous baser sur plusieurs signaux convergents pour tirer de nombreuses opportunités, c'est-à-dire les filtrer afin de saisir ceux qui présentent le plus d'opportunités, ceux qui présentent plus de chances de réussite. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui et on va aborder la notion concernant les différents types de graphiques, la bougie japonaise et tout dans la notion 3. Donc, je vous prie de bien lire et de relire encore cette notion avant de pouvoir venir sur la leçon 3. D'accord? Donc, on va se dire à tout à l'heure et ciao. I hope so. Je crois.